Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Samuel Belot, rédacteur en chef de Pop Science Mag, et Cécile Rondeau, responsable communication et partenariat pour Pop Science, qui sont tous les deux embauchés par l'Université de Lyon. Donc, bonjour. Bonjour. Ma première question, ce serait, pourrez-vous nous décrire votre parcours et pourquoi vous avez fait le choix de travailler dans la vulgarisation scientifique? Cécile, je t'en prie. Alors moi j'ai un parcours qui est un peu comment dire, oula, ça commence bien. Non, moi j'ai travaillé dans différents domaines et j'ai travaillé dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu du développement et de l'humanitaire. Du coup, j'ai un parcours qui n'est peut-être pas linéaire comme certains autres parcours et j'ai à la fois un aspect communication et un aspect gestion de projet dans mon parcours. Ça fait 18 ans que je travaille maintenant. Et pour moi, le milieu de la vulgarisation scientifique, ça correspond à différentes valeurs qui me parlent beaucoup, qui sont vraiment la partie démocratisation des connaissances que je trouve intéressante et qui, quelque part, enfin, c'est des vrais enjeux de société. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour faire de l'humanitaire du développement, entre guillemets, parce que cette partie-là parle chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Et ce qui me paraît vraiment essentiel aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait dans Pop Science, c'est donner des clés et de faire des actions pour permettre de mieux comprendre le monde. Et c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien dans Pop Science. Voilà, je pense que c'est ma réponse. De mon côté, j'ai un parcours un peu plus classique, même s'il n'est pas linéaire dans la médiation et la vulgarisation scientifique. J'ai fait des études en infocom et je me destinais à travailler dans la communication politique et publique. J'ai essayé pendant 8 mois et c'est tout. Je suis vite sorti de ce système qui correspondait pas aux valeurs que j'attendais de l'information et de la communication publique telle que je me le faisais, et je me suis dirigé très rapidement à Rennes dans un premier temps, puis ensuite à Lyon vers la communication à l'université et en fait très rapidement vers la vulgarisation scientifique parce que mes premières missions ont été d'accompagner, de former et d'animer ma thèse en 180 secondes en Bretagne. Et ensuite, j'ai développé plusieurs missions à l'interface entre recherche, grand public, entreprise aussi. J'ai développé un outil de transfert de valo en Bretagne. Enfin voilà. Quand je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé au tout début de la stratégie Pop Science qui n'avait même pas de nom à l'époque, et avec l'ambition de développer avec mes collègues toute une stratégie d'action et de coordination de réseau autour de Pop Science et donc de la culture scientifique à Lyon et Saint-Étienne. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question, ce serait, pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble une de vos journées classiques, les tâches quotidiennes que vous faites? Ah bon, on a deux métiers différents là, avec Cécile. Bon, je commence pour cette fois-ci. D'accord. Moi, je travaille à partir de la donnée scientifique, que ce soit des sciences humaines ou sociales, des sciences fondamentales, des sciences de santé. Soit des données déjà travaillées à partir de revues, spécialisées ou non, soit des données plus brutes, entre guillemets, à partir de papiers scientifiques pour établir des bibliographies sélectives sur des thématiques que je vais être amené à creuser pour ensuite constituer des comités scientifiques. Donc, je me mets en relation d'abord avec la recherche pour formuler essayer de trouver des points d'accroche pour essayer de les confronter avec des attentes du grand public, avec des enjeux de société. C'est autant sur la cancérologie. Quand on parle cancérologie, je m'attaque à un domaine de recherche qui est immense. Quand je m'attaque aux intelligences artificielles, c'est pareil. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher des sujets dans les domaines de recherche, des process d'innovation, peu importe, qui parleront ou en tout cas qui posent question sinon dans la société. Donc, je travaille d'abord la donnée, je la reformule avec des comités scientifiques, j'implique des associations, des experts, des entreprises, des militants aussi, pourquoi pas, dans les questions,
pour essayer de creuser un peu le sillon d'un enjeu de société au milieu de cette thématique scientifique. Et après, l'autre partie de mon travail, alors c'est pas une journée typique, mais l'autre partie de mon travail dans mes journées, ce que je peux faire, c'est le déployer, soit sous forme événementielle, avec des événements, culture scientifique, gratuits, ouverts à tous, qui vont du ciné-débat à l'émission radio, en passant par MT180, une balade urbaine, par plein de types de programmation possibles, des expositions aussi. Donc, soit sous une forme événementielle, soit sous une forme éditoriale. Et donc ça, c'est la grosse partie de mon job, qui est de produire un magazine de culture scientifique, qui est Pop Science Mag. Donc là, il y a une conférence de rédaction, je suis avec des journalistes scientifiques que je drive. J'écris aussi un peu pour alimenter un bel outil, un beau magazine, qui en est à son 8e numéro, si on compte les hors-série. Voilà. Alors, une journée type, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Donc, moi, je suis sur la communication et les partenariats. Non, il n'y en a pas parce que il y a beaucoup d'activités différentes. Et on va dire que c'est quand même beaucoup de réunions, mais pas de réunions dans le sens forcément réunionnite, hein, dans le sens où dans un monde en dehors du Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent par des calages avec des personnes pour des différents partenaires. Alors, pour être plus concret sur la partie communication, quand on est responsable communication, quelle que soit la structure, même si moi j'ai toujours fait de la communication dans du public ou du parapublic, hein, mais quelle que soit la structure, la base c'est d'établir des stratégies annuelles de communication, annuelles ou biannuelles, peu importe. Après, des stratégies par événement. Et une fois qu'on a établi des stratégies par événement, c'est on met en œuvre les actions de communication. Si je prends en exemple le festival Pop Science qui va bientôt avoir lieu le 9, 10 et 11 juillet à Saint-Romain-en-Galles, il y a un gros plan de com qui est en train d'être finalisé où on prévoit qu'est-ce qu'on va faire en termes de com papier, qu'est-ce qu'on va faire en termes de com sur les numériques, avec qui on va s'associer, comment on va être présent dans l'espace public, comment on va être dans la presse. Donc ça, c'est vraiment la partie stratégie. Et après, il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire un rétro-planning, quand est-ce qu'on dégaine quoi, quel texte, quelle image, vous imaginez un petit peu. Et sur la partie partenariat, c'est très riche aussi, puisque sur la partie partenariat, donc Pop Science, qui est au niveau du territoire Lyon-Saint-Étienne, un peu l'animateur du réseau de la culture scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'on anime des acteurs comme les universités, mais aussi les laboratoires de recherche, mais aussi des acteurs culturels comme des bibliothèques, des musées, peu importe. Et faut toujours être en lien avec tous ces différents acteurs, soit pour pouvoir, comme fait Samuel, produire des événements de culture scientifique, mais aussi pour être toujours en lien avec son territoire, pour pas faire des choses hors sol, décrochées de ce qui se passe ailleurs. Un exemple très concret, la semaine prochaine, il y a la Semaine du cerveau, qui est organisée par la Semaine du cerveau, et je sais que c'est organisé par, coordonné par plein de types d'acteurs, dont le CNRS au niveau territoire, mais c'est pas eux la grosse structure. CERM, la Fondation Neurodis. Voilà, c'est la Fondation Neurodis que je cherchais. Nous, Pop Science, on est partenaire de cet événement, donc il y a beaucoup d'échanges, de temps d'échange, comment on communique, où est-ce qu'on diffuse. Là, comme on est en Covid, on va faire des Facebook Live, on les met sur quelle chaîne, on les met sur quel canal, peu importe. Donc, il y a une partie partenariat qui prend beaucoup de temps et qui est très intéressante parce que c'est comment on s'ajoute les uns aux autres sur ce qu'on fait dans le territoire et on ne fait pas des choses parallèlement sans être ensemble, en fait. Vraiment qu'on coproduise des choses pour le coup. Et il y a une partie de mon travail au quotidien, donc le côté partenariat, c'est aussi de rechercher des partenaires privés. Donc, si je reprends l'exemple du festival, il faut, nous, ce qu'on souhaite, mais on le fait aussi dans le cadre de la Fête de la Science, c'est on souhaite pouvoir avoir des entreprises qui viennent présenter leur technologie, leur métier, parce qu'il y a beaucoup de recherche dans les entreprises et n'est pas toujours si bien connu que ça. Il y a plein de métiers qui ne sont pas si bien connus que ça. Et il y a une partie aussi recherche de fonds privés, donc recherche de mécénat. Et là, c'est aller voir quelles entreprises ont envie de s'associer en termes d'image à nos événements. Donc, nos événements qui sont partage de la connaissance, démocratisation de la connaissance, diffusion des savoirs. D'accord, super. Et justement, j'avais une question au niveau du festival. Cette année, votre thème, c'est l'écoulement perpétuel. Et je voulais savoir
si vous pouviez nous expliquer un peu plus ce thème et pourquoi vous aviez fait ce choix. Samuel? Oui, alors je vais pas faire de réponse de Normand, je vais vous répondre très concrètement. L'objectif quand on thématise un festival, on veut à la fois lui donner une ambition, je vais dire intellectuelle, ça c'est sûr, et on veut aussi englober le plus de disciplines possible pour ne pas laisser de côté soit les mathématiciens, soit les géographes, etc. Donc, par écoulement perpétuel, on s'interroge sur le temps qui passe, sur notre rapport au temps et aux espaces qui, de toute façon, a été complètement remise en perspective, à la fois par les confinements, par les politiques sanitaires, politiques sécuritaires, etc. aussi. Et chacun dans son quotidien, chercheur, enfant, entrepreneur, artisan, peu importe, a eu un rapport au temps et à l'espace qui a été totalement chamboulé. Et en fait, chaque discipline scientifique a une bonne raison de s'intéresser à cet écoulement du temps et au temps qui passe. Et donc, autant les archéologues vont nous éclairer sur notre passé que des chercheurs en bio-info vont nous éclairer sur des nouveaux outils de prédiction et d'analyse biologique qui seront demain révolutionnaires et accéléreront le parcours de soins, pardon, et donc impliqueront aussi un nouveau rapport au temps dans le parcours de soins. Enfin, voilà, tout a une bonne raison d'intégrer cette thématique. Donc, il y a quand même ce côté-là qui nous motive. C'est pas rien, le Festival Pop Science, c'est quand même entre 130 et 170 chercheurs, médiateurs, animateurs scientifiques qu'on emmène avec nous sur un territoire et qui se saisissent de cette grande thématique pour proposer autant des balades dans le Vienne souterrain que des manipulations de l'ADN jusqu'à une étude de l'acoustique d'un théâtre antique. Voilà. Donc il faut réunir ces trois choses. Tu veux compléter peut-être, Cécile? Oui, je dirais que le thème comme l'a dit Samuel, le thème l'écoulement perpétuel, c'est un fil rouge pour pouvoir un peu agréger toutes ces propositions qui sont faites par ces différents acteurs qui peuvent être à la fois des chercheurs ou des spécialistes qui viennent encore une fois d'un musée ou d'une association, peu importe. Mais c'est aussi, comme le festival va avoir lieu au niveau du musée site archéologique de Saint-Romain-en-Galles, c'est au bord du Rhône, au bord du fleuve. Et l'écoulement perpétuel, ça s'intègre aussi avec ce fleuve élément central qui est un élément central de la programmation du festival et qui est un élément central du lieu qui nous accueille. Donc Saint-Romain-en-Galles, Vienne, parce que d'ailleurs, les deux communes qui sont quand même ensemble sont séparées par ce fleuve. Et il y avait en plus cette notion du fleuve qui est vraiment très importante et qui était importante aussi à l'époque gallo-romaine et qu'on voit dans le musée, qui est mise en avant dans le musée, dans pas mal de choses, quoi. Vous avez bien fait de nous interviewer tous les deux, au moins on se complète. on se complète souvent dans les… Merci beaucoup. Et aussi, j'avais une question pour le magazine. Comment vous choisissez vos thèmes d'articles et vos thèmes que vous cherchez à approfondir? Alors, ça fait l'objet d'une veille. Grosso modo, quand on décide une thématique, on le fait, elle est actée un an en avance, minimum. Là, on sait ce qu'on va aborder dans le prochain, au printemps, ce sera la thématique du tourisme, on sait ce qu'on va aborder dans celle de l'automne aussi, ce sera la thématique de la réindustrialisation, qui intéresse, je pense, une partie du réseau biotechno. Quoi qu'il en soit, la manière dont on choisit, c'est clairement les signaux faibles sociétaux, les sujets entre guillemets tendances, même si on fait pas de l'actu à chaud. Alors on n'est pas du tout ni dans le buzz ni dans on profite pas d'une sortie de politique pour faire nos sujets de magazine. On veut vraiment interroger des phénomènes qui vont changer la vie des gens ou qui le changent déjà et expliquer pourquoi et comment. Et donc, quand on a décidé de la thématique tourisme, c'est une thématique qu'on avait en tête depuis un moment, mais plus
Pas forcément par l'approche avec laquelle on va avoir, mais en fait, le Covid-19 a forcément mis à terre cette industrie. Et on s'est dit, bon, ben, c'est vraiment le moment, du coup, de la réinterroger au prisme de ce qu'elle est, de ce qu'elle pourrait devenir, de ce qu'elle a été dans l'histoire, etc. Donc, on a des géographes, des spécialistes de l'histoire du tourisme, des sociologues, des anthropologues qui participent à un comité scientifique et qui nous aident, en gros, à déterminer qu'est-ce qui, dans une thématique, de quoi on va parler dans une thématique. Donc voilà, on les choisit grosso modo un an et demi à l'avance. On a des pistes pour 2022 dont on sait qu'elles sont potentiellement porteuses. Par exemple, si on se dit qu'on fait quelque chose sur vaccin en 2022, on aura assez de recul sur une épidémie qu'on est en train de vivre pour se dire, et maintenant? D'accord. Voilà. Peut-être pour compléter, comme l'a dit Samuel, c'est vraiment les sujets qui ont justement besoin d'éclairage. Et nous, ce qu'on propose, c'est des éclairages avec des disciplines différentes. Donc, on a un panorama à 360 degrés. Ce qui va peut-être faire pencher entre un sujet ou un autre, c'est comme quand PopScience va construire le magazine pour pouvoir proposer cette vision, pour mieux comprendre le monde, pour créer le débat, on se repose aussi sur les acteurs et les laboratoires du territoire. Donc, on va le faire aussi en fonction de la ressource. Entre deux sujets qui auraient besoin d'un éclairage nouveau et d'un éclairage approfondi à 360 degrés, on ira forcément peut-être plus vers celui où il y a de la ressource en termes de laboratoire ou en termes d'acteurs, expertise entreprise ou associative du territoire. On va choisir comme ça aussi. D'accord, merci. Et justement, vous parliez beaucoup de l'impact sur la société. Et comment vous pensez que via les festivals et le magazine, vous avez un impact sur la science et la société? Alors, en termes, je commence, Samuel, tu me compléteras. En termes d'impact, l'impact, c'est un mot un peu à la mode où tout le monde veut faire de l'impact, y compris nous. On veut essayer de comprendre notre impact. Après, c'est un mot qui est très fort, impact, qui n'est pas forcément toujours très facile à mesurer. On a des résultats où on sait le nombre de visiteurs qui viennent fréquenter et qui fréquentent à la fois notre site internet PopScience ou nos événements. Donc ça, c'est des personnes, on sait qu'elles ont été en contact de ce qu'on propose. Après, impact, ce qu'on viserait, c'est sensibiliser aux sciences, que les jeunes soient plus sensibilisés aux sciences et notamment les jeunes filles soient plus sensibilisées aux sciences et peut-être face à un problème de désengouement par rapport à certaines carrières techniques et scientifiques. Donc là, on a des choses concrètes. On organise par exemple des rencontres entre des lycéens, collégiens et de doctorants. L'impact, on va le mesurer sur, on va essayer d'avoir à chaud les ressentis de ces jeunes garçons, mais aussi jeunes filles. Donc peut-être si on a des ressentis qui sont, je pensais pas que tel sujet, que telle discipline, c'est comme ça que ça se passait, ou je pensais pas qu'un métier de chercheur, c'était ça. Pour nous, on a déjà gagné en sensibilisation par rapport à ce que peuvent être les sciences et par rapport à ce que peuvent être des carrières scientifiques. Donc, sur le premier gros aspect, sensibiliser les jeunes, l'impact, ça va être changer un peu, ouvrir les fenêtres, présenter d'autres façons de voir les carrières scientifiques. Sur les événements, ce qu'on va mesurer, mais c'est difficile de parler d'un impact concret, mais ce qu'on va mesurer, c'est la qualité des débats qu'on peut créer. Donc, si on a tant de personnes qui regardent nos pages ou qui suivent notre événement en live ou qui suivent notre événement en direct, quand il y en avait, et on espère très bientôt quand il va y en avoir, c'est la qualité des questions qui peuvent être émergées. Nous, on est là pour faire créer le débat, pour apporter différents points de vue. Donc, on peut déjà mesurer que si sur un sujet, on a amené 5 points de vue différents, on alimente le débat. Et si ça a posé tant de questions, on alimente le débat. Après, est-ce que, vu qu'in fine, nous, on aimerait contribuer à lutter un peu contre la désinformation et in fine, on aimerait contribuer à vraiment permettre de mieux comprendre le monde. Mais c'est contribuer à. Sur des études d'impact, alors on a des études qualitatives où on essaie de comprendre un peu mieux quels effets nos actions ont sur les publics. On a des grandes tendances. De là à affirmer des impacts très précis,
là, je pense qu'il faudrait des études qualitatives beaucoup, beaucoup plus précises et qui nous prendraient beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Mais en tout cas, on sait dans quoi on s'inscrit et on essaye quand même bien évidemment, on essaye d'évaluer et de mesurer notre action, de piloter notre action. Samuel, votre question était intéressante. Ouais, votre question était intéressante parce qu'elle pointait l'impact sur le grand public, mais aussi sur la science. Et peut-être pour essayer de donner des éléments de réponse là-dessus. On rend un service aussi, en tant que Pop Science, à des chercheurs ou des organismes de recherche dans leur démarche de dissémination. Une démarche qui est de plus en plus obligatoire pour répondre à des appels à projets, etc. Et en fait, nous, d'outiller aussi des chercheurs et de les embarquer avec nous dans l'écriture d'un article, dans une conférence, etc., etc., c'est aussi leur rendre service dans leur service, justement, qu'ils ont à rendre de dissémination, de diffusion et de vulgarisation. Donc ça, c'est important et on est de plus en plus reconnu pour ça. On a de plus en plus de chercheurs qui nous accompagnent. On a de moins en moins de mal à les trouver et à les emmener avec nous, mais vraiment pas, au contraire. Donc ça, c'est très, très agréable à voir au final, sur si peu de temps. Ça fait quoi, 4 ans, même pas, 3 ans et demi que Pop Science commence à se déployer sur le territoire et vraiment, de ce côté-là, on est vraiment de plus en plus efficace et ça se voit. Et sur le public, pour compléter les propos de Cécile, mesurer un impact, c'est compliqué. En tout cas, on se donne les moyens de réussir. Dans les chiffres, ça se voit parce que l'ensemble de nos fréquentations, lectures, etc., sont quand même ou abonnements, réseaux, etc., sont en constante augmentation. Et après, l'autre point, c'est que on a multiplié tout un tas de formats, le magazine, la fête de la science, le festival Pop Science, les forums, qui se déclinent avec des ciné-débats, des ateliers, des balades urbaines, etc. En fait, en multipliant ces formats, on permet aussi de nous adresser à plusieurs types de publics qui ont soif de curiosité. Et on s'adresse autant aux plus âgés qui veulent une diffusion classique des savoirs en faisant une conférence au musée des Confluences ou dans notre grand amphi, etc., qu'aux plus jeunes en proposant des ateliers de bidouille et de codage pendant les mini-sonores, les nuits sonores pour les gamins, etc., ça, c'était il y a 2 ans de ça. Co-cinéphile, quand on propose un ciné-débat avec un beau film autour de l'intelligence artificielle, etc. Et en ciblant à chaque fois, à chaque format, un type de public, on répond aussi à ça. Oui, et comme dit Samuel, c'est vrai que sur la partie science, parce que j'avais zappé cette partie de la question, c'est vrai qu'on crée le cadre avec tout ce qu'il a cité, le festival, le forum MAG, les rencontres, la fête de la science. On crée le cadre pour les scientifiques, les chercheurs, pour rencontrer le grand public. On crée le cadre parce qu'on crée les commissions. Quand on va ensemble à 200 au festival Pop Science à Saint-Romain-en-Galles, nous, on propose toute la logistique, mais on accompagne aussi sur les formats de rencontres avec ces publics. Donc, on est vraiment force d'accompagnement. Au-delà de poser le cadre, on est force d'accompagnement. Donc, on accompagne la science à rencontrer son public. Bref. Mais même entre scientifiques, j'ai déjà vu plusieurs de vos événements et au niveau communication, en fait, il y a des choses qui nous intéressent en tant que scientifiques de différents domaines qu'on ne peut pas avoir, en fait, qui sont difficilement accessibles par d'autres canaux. Donc, c'est très intéressant pour nous aussi d'avoir ces informations-là via ces médias-là. J'avais une question qui est un peu redondante avec la précédente, mais avec la pandémie actuelle, est-ce que vous pensez que la vulgarisation a un rôle à jouer dans la compréhension, dans la sensibilisation des publics? Oui. Alors, moi, je vais prendre la question par les contraintes. Avec 2 contraintes. D'une part, la surnumérisation, je suis pas sûr qu'elle nous aide beaucoup là-dedans. D'un côté, oui. De l'autre, il y a une lassitude aussi des formats numériques. Désormais, pour faire un format numérique qui fonctionne, il faut mettre des moyens colossaux. Les webinaires, certes, c'est pas très onéreux à mettre en place, mais on n'est pas sûr que l'impact dont vous parliez juste avant soit aussi efficace que si on était en studio télé avec une animation du feu de Dieu, une réalisation à 8 caméras, etc. Bon, j'exagère un peu, évidemment, mais cette surnumérisation, je trouve, a du bon pour des
grosses institutions de production de savoir qui ont beaucoup de moyens. Pour celles qui sont moins dotées, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Je pense en particulier, pas que à Pop-Science, mais surtout aux petites assos, à main à la pâte, les petits débrouillards. C'est les petites assos qui ont besoin d'un contact direct avec des petits groupes, etc. Et c'est vraiment compliqué. Alors, heureusement, les écoles sont encore ouvertes. Ça, c'est pour la partie numérique. Et ceci étant, après, de manière générale, évidemment, le confinement, la surabondance d'informations aussi à laquelle on est confronté encore plus en cas de confinement au couvre-feu à 18h, confronte nos publics à une multitude de sources d'informations qui sont pas toutes légitimes au sens où nous on l'entend en tant que professionnels de la diffusion et de la vulgarisation scientifique. Donc oui, là il y a un enjeu, pour le coup, peut-être moins une contrainte, plus un enjeu de dire il faut qu'on occupe le terrain pour aussi ne pas laisser aux détracteurs de l'information scientifique le terrain du numérique. J'ai des réponses larges pour que Cécile puisse donner de la Oui, mais moi j'allais faire encore plus large. J'allais faire encore plus large, c'est que vraiment l'action de Pop Science, encore une fois, dans les enjeux de société sur lesquels on pose, c'est donner les moyens de décrypter les grandes problématiques, les grandes questions de société, donner les moyens à la personne lambda de se positionner sur différentes questions de société. Ça, c'est vraiment le premier gros enjeu. Et deuxième gros enjeu, c'est vraiment de lutter contre la désinformation et de réhabiliter la parole scientifique. C'était les enjeux dans lesquels on se positionnait avant cette pandémie. C'est-à-dire que sur cette année, tous les matins, on se réveille en étant encore plus conforté que ce qu'on fait. On est dans le vrai, on est dans le juste et on est dans le juste qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'était vraiment les enjeux sur lesquels on se positionnait avant. Maintenant, on se surpositionne sur ces enjeux-là parce que malheureusement, on a eu une vision exponentielle de la gravité de ces sujets-là, en tout cas. Et on est de plus en plus convaincus qu'il faut avoir de moins en moins de réticence à évoquer des sujets qu'auparavant on aurait pu considérer comme touchy, vaccination, hésitation vaccinale étant un des plus importants, mais d'autres, la religion, la laïcité, et c'est des sujets qu'on prend à bras le corps. Là, il y a un dossier en préparation avec une journaliste scientifique qui est chez nous, en lien avec une promo d'étudiants de Lyon 1, en médiation, là, justement, sur l'hésitation vaccinale. Et effectivement, comme dit Cécile, on est de plus en plus convaincus que l'information scientifique et la raison doit primer. Et on essaye de s'en donner les moyens. Il faudrait qu'on en ait plus, mais on essaye de s'en donner. Oui, voilà, on essaye de trouver les moyens pour se donner les moyens. Juste un dernier mot pour la fin. Quel conseil ou message vous donneriez à des jeunes scientifiques? Alors moi, je dirais rester vraiment très terre à terre sur la réalité du monde extérieur. Non, mais rester connecté professionnellement, mais personnellement aussi. Alors, c'est pas du tout, c'est un peu comme si les jeunes scientifiques ne l'étaient pas. Mais je pense que qu'on soit scientifique ou pas scientifique, quel que soit notre métier et quel que soit le secteur d'activité dans lequel on a toujours un moment tendance à se renfermer dans notre secteur d'activité parce que les secteurs d'activité sont cloisonnés. Et moi, je le vois juste en ayant changé quand même souvent, enfin pas souvent, mais régulièrement, de secteur d'activité, de pays dans lequel je travaillais, de milieu dans lequel je travaillais. Déjà, chaque milieu a son vocabulaire, son langage. Et je trouve qu'on met déjà du temps à comprendre le langage du milieu scientifique ou professionnel dans lequel on arrive. Et pour moi, c'est d'essayer par tous les moyens de rester vraiment connecté à l'ensemble, au reste de la société pour continuer à décloisonner. Donc, nous, ce qu'on fait avec Pop Science, c'est on décloisonne l'universitaire avec l'associatif, avec le citoyen, avec la collectivité territoriale, en essayant vraiment de faire des projets communs avec tous ces types d'acteurs et avec les entreprises que j'ai oublié de citer. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est pas toujours ce qui est le plus évident et le plus simple. Mais pour moi, il n'y a qu'en étant dans ce décloisonnement qu'on arrive à rester dans des choses pertinentes et qui ont du sens, quoi. Voilà, décloisonnons. Merci beaucoup.
Samuel? Oui, j'ai essayé de réfléchir en même temps, mais je t'écoutais, alors du coup, j'ai pas réussi. C'est pas grave, un message, enfin, je sais pas, j'en ai plusieurs. Après, c'est de la ténacité d'abord, parce que qui dit jeune scientifique dit souvent précarité, pression, etc. Donc, d'abord de la ténacité, parce que en gros, vous apprêtez quand même à faire un des plus beaux métiers du monde, donc ça, c'est top. Et de la ténacité, parce que après, derrière ça, effectivement, vous allez être confronté à une discipline scientifique en marche qui vous faudra, moi je suis convaincu du pouvoir de la diffusion, de la vulgarisation, de la dissémination, qu'il vous faudra partager en dehors des activités d'enseignement qui seront là, le lot d'une partie d'entre vous, jeunes scientifiques, entre guillemets. Il y a vraiment cette notion de participer au débat, de participer à la posture critique, à la controverse aussi. Il faut aller se confronter à des paradigmes qui sont potentiellement différents des nôtres, etc. Parce que la science en marche, c'est aussi la science qui se répond et qui fait controverse. Donc moi, je suis convaincu de la place de la controverse dans la société, si elle est bien menée, si elle est intelligente et si elle est bien menée. Et en l'occurrence, je pense que toute discipline et tout jeune scientifique ou scientifique en devenir a de bonnes raisons de se lancer là-dedans, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer notre société dans le meilleur sens. Merci beaucoup pour ces beaux messages. Et merci aussi pour votre travail et vos actions et d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. C'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci à vous pour ce que vous faites aussi.